Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Express Orient. Au sommaire cette semaine, les relations entre Moscou et Ankara, elles se sont fortement dégradées depuis que l'armée turque a abattu un Sukhoi russe. On fera le point dans un instant. Nous irons également en Égypte voir comment la plus haute autorité religieuse est mise à contribution pour lutter contre l'extrémisme religieux. Pour finir, nous resterons en Égypte pour toute autre chose, une nouvelle découverte archéologique. Le jeu du Je t'aime, moi non plus se poursuit entre Moscou et Ankara. Une semaine après le crash d'un bombardier Sukhoi russe abattu par les Turcs, les tensions sont montées d'un cran et Vladimir Poutine refuse les appels du pied de son homologue turc. Recep Tayyip Erdogan l'a reconnu. Vladimir Poutine ne veut plus lui parler. Les deux hommes avaient pourtant entamé un rapprochement. Leïla Sali. C'était il y a tout juste un an. Vladimir Poutine reçu à Ankara par Recep Tayyip Erdogan. Une image qui semble appartenir au passé. Les relations entre les deux pays sont plus tendues que jamais depuis la destruction mardi dernier d'un avion militaire russe par la Turquie. Une hostilité grandissante qui s'oppose à la bonne entente diplomatique d'il y a quelques années. En 2011, Recep Tayyip Erdogan remporte les élections législatives et prend la tête du gouvernement turc pour un troisième mandat. Il entame alors un virage autoritaire. Les relations de la Turquie avec l'Union européenne se corsent. Le pays se rapproche de la Russie. Dans cette dérive autoritaire, Erdogan, enfin en tout cas la presse d'opposition l'a prétendu en Turquie, a pris comme modèle Poutine. On l'appelait d'ailleurs le Poutine turc, parce que Poutine contrôle tout en Russie, c'est vraiment, rien ne se fait sans lui, et il rêve de ça. L'occasion de renforcer des relations économiques déjà étroites. Au cœur de ces échanges, l'énergie. La Turquie est le plus gros importateur de gaz russe après l'Allemagne. Il y a un an, les deux pays ont signé un projet de gazoduc à plus de 11 milliards d'euros. Nous avons décidé de créer un nouveau système de transfert de gaz pour satisfaire les besoins de la Turquie. Ce gazoduc constituera une plaque tournante pour l'approvisionnement en gaz naturel de toute l'Europe du Sud via le territoire turc. Des liens économiques qui ont toujours résisté aux secousses diplomatiques. Les sanctions prises récemment par Moscou contre la Turquie pourraient ne pas avoir d'effet sur le long terme. Le blocus commercial, ça peut durer un certain temps, mais ça n'ira pas très loin. Le volume de commerce entre les deux pays, c'est 45 milliards de dollars, 44-45, c'est quand même pas rien. Et donc les deux parties seraient perdants. Un secteur de l'économie turque pourrait néanmoins être sévèrement impacté dans les prochains mois. Le tourisme. Moscou a appelé ses ressortissants à boycotter la Turquie. Chaque année, 4 millions de Russes visitent le pays. En Égypte, la lutte contre l'extrémisme islamiste est un vaste chantier lancé par les autorités. Mais dans ce pays, la réforme religieuse est la prérogative de la plus haute autorité de l'islam sunnite, la mosquée Al-Azhar. Seulement, cette institution est elle-même controversée. Elle est souvent accusée de propager un islam radical. Reportage de nos correspondants Assia Chihab et Éric de la Varenne. Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite dans le monde. Cette institution d'État est aujourd'hui l'épicentre du combat contre l'extrémisme religieux en Égypte. Les autorités comptent sur les imams d'Al-Azhar pour dénoncer les violences commises au nom de l'islam, alors que les attaques terroristes à Paris mettent de nouveau la religion au banc des accusés. Ces terroristes disent qu'ils sont musulmans, mais ce sont des islamistes. Ils utilisent des méthodes très éloignées de l'islam. Rien dans l'islam dit qu'on doit tuer des innocents. En proie à des insurrections djihadistes depuis des années, l'Égypte est elle aussi confrontée au groupe État islamique. C'est dans ce contexte que le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à une révolution dans l'islam. Al-Azhar a répondu par des campagnes de communication. Ici, une de ses nombreuses conférences contre l'extrémisme. Le grand imam d'Al-Azhar n'a pas hésité à qualifier les crimes de l'organisation terroriste d'actes barbares qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ici, on s'efforce d'interpréter les textes, de les lire à la lumière de la réalité contemporaine. Le plus important, c'est que l'on se consacre à des thèmes qui servent la paix et la coexistence pacifique. Pourtant, Al-Azhar est-il vraiment un bastion de l'islam modéré? Le cheikh Mohamed Abdallah Nasr en doute. Certes, l'État a évincé de nombreux imams salafistes, mais aussi des imams progressistes comme lui-même. Sa faute, avoir appelé à réformer radicalement le curriculum d'Al-Azhar. La mentalité qui règne à Al-Azhar est gelée comme retardée.
Ils refusent les réformes et la modernité. Ils pensent que de telles choses iraient à l'encontre de la religion. Dans ces quartiers défavorisés du Caire, avec la répression implacable et l'absence de justice sociale, des jeunes versent dans la radicalisation. Et beaucoup d'imams salafistes sont toujours en activité. L'État, qui a emprisonné des dizaines de milliers d'opposants, a choisi d'en épargner certains, à condition qu'ils ne parlent pas de politique dans les mosquées. La plupart des imams diplômés d'Al-Azhar employés par l'État égyptien sont des sympathisants des frères musulmans. Dans le fond, ils sont contre la politique de l'État. Mais le fait que ces personnes soient employées par les autorités pour gérer les mosquées, ça permet au régime de les contrôler, de les garder à l'œil, qu'ils gardent le silence sur certains sujets. Mais la tentative du gouvernement de contrôler les minarets risque bien de développer une parole religieuse parallèle hors des mosquées. Je vous propose à présent de partir à la rencontre des archéologues libres de Syrie. Ces hommes et ces femmes qui ont décidé de risquer leur vie pour protéger le patrimoine de leur pays. Ils sont parfois les rares témoins du désastre culturel causé par la guerre et par les extrémistes religieux. Valériane Gauthier. Temples, souks et mausolées détruits, trésors pillés. De Palmyre à Alep, la Syrie en guerre perd son inestimable patrimoine. Face à ces ravages, certains hommes ont décidé d'agir. Comme Ahmad, avant la guerre, il était archéologue. Aujourd'hui, il s'est exilé en Turquie. Il retourne régulièrement dans son pays natal pour tenter de sauver son héritage culturel. Voici mon équipe. On s'est baptisé les archéologues libres de Syrie. Ce sont de jeunes étudiants très courageux. Ils sont capables de travailler sous les bombes pour protéger des sites archéologiques. Et là, regardez, c'est quand on a sauvé notre musée en cachant toutes ses œuvres. En décembre dernier, Ahmad et son équipe ont érigé des murs de sacs de sable dans le plus célèbre musée de mosaïque de Syrie. Une méthode utilisée durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Derrière ces sacs blancs, des trésors datant des époques romaines et byzantines et sauvés de justesse. L'opération a duré 3 mois et on a fini juste à temps. Parce que l'été dernier, le régime syrien a attaqué avec des barils d'explosifs. Et notre système a bien fonctionné. Le bâtiment a été gravement endommagé par les bombardements. Les mosaïques, elles, sont intactes. Mais le plus grand ennemi de ces Monuments Men des temps modernes est l'organisation État islamique et sa folie destructrice. Après les saccages en Irak de Mossoul, Nimroud et Hatra, le groupe terroriste s'en est pris à la cité antique de Palmyre, aujourd'hui minée. Cet homme continue de se rendre dans les régions contrôlées par les djihadistes. Il a rassemblé ses documents au péril de sa vie. Ici, c'est un site funéraire très important, situé sur le territoire de Daesh. Vous voyez là, ils ont fait des trouées énormes et ensuite ils ont vandalisé toutes les statues. Car ce que le groupe État islamique ne détruit pas, il le revend au prix fort sur le marché noir. Ces objets, par exemple, auraient été achetés 200 000 € par des collectionneurs étrangers. Les djihadistes proposent même des mosaïques romaines entières, arrachées à leur mur d'origine. Celles-ci dans la région d'Alep, mises en vente pour 100 000 €. L'État islamique est un groupe très structuré. Dans toutes les zones qu'ils contrôlent, ils ont mis en place des institutions organisées. Ils avaient déjà un département pour la formation au combat. Ils ont maintenant un département pour la recherche d'antiquités. Et ils touchent un pourcentage sur chaque vente d'œuvres d'art. L'organisation délivre aussi aux trafiquants des autorisations de fouilles, comme celle-ci, et prélève une taxe de 20 à 50% sur les ventes. Chaque année, le trafic d'œuvres d'art rapporterait environ 20 millions d'euros au groupe État islamique. Et il est un pays où le patrimoine est inépuisable. Je vous parle bien sûr de l'Égypte. Le ministre des Antiquités a fait une annonce qui devrait intéresser les plus passionnés d'égyptologie. Des archéologues pensent avoir repéré la tombe de Néfertiti, mais il faudra encore attendre 3 mois pour que les fouilles nous en disent plus. Depuis des siècles, l'Égypte aime les secrets et les mystères. Ses temples et ses ruines fascinent. Et ce matin, un coup de tonnerre. Le ministre des Antiquités fait une déclaration qui pourrait changer la face de l'Égypte antique. On a fait une découverte derrière les murs ouest et nord. Et il pourrait s'agir d'une autre chambre funéraire. Une pièce cachée, mais pas n'importe où. C'est dans la vallée des rois.
Ici, au fond de ce tombeau, celui de Toutankhamon, derrière le mur de cette salle, dont les parois ont été scannées pour la première fois. Quand j'ai vu les scans du mur du tombeau, tout a changé. Cette découverte est de grande importance, car à côté de la salle funéraire de Toutankhamon pourrait exister un autre tombeau. Et ce serait peut-être celui de la reine Néfertiti. Néfertiti, une des épouses d'Akhenaton, le père de Toutankhamon. Elle règne sur l'Égypte. Elle est d'une très grande beauté. Son buste et son image depuis 3 millénaires sont symboles de grâce. Mais jamais sa tombe ne fut découverte. Et si Néfertiti était aux côtés de Toutankhamon, ce serait la suite de légendaires recherches. 1922, le mausolée de Toutankhamon est découvert par l'archéologue britannique Howard Carter. Contrairement aux tombeaux d'autres pharaons quasiment tous pillés au fil des millénaires, celui de Toutankhamon est intact. Mais l'égyptologie a aussi ses dangers et ses légendes. 27 personnes proches de l'expédition sont mortes de causes suspectes depuis l'ouverture du tombeau. La malédiction Toutankhamon est digne des romans. Et si Néfertiti est dans la chambre d'à côté depuis 3000 ans, c'est un autre trésor et un autre mystère. Les experts estiment à 3 mois le temps qu'il faudra pour rejoindre cette chambre mystérieuse. Le suspense ne fait que commencer. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous sur France 24, l'info continue.